Bonjour, je suis Serge Bureau, je suis responsable du pôle promotion à la DRCI et donc on m'a demandé de vous faire un topo sur l'encadrement des recherches médicales et la loi Jardé. D'abord, je ne vais pas adapter ce propos spécifiquement pour des paramédicaux. En fait, il se trouve que la loi s'applique à tous, quels que soient les statuts. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que, en effet, les catégories 1 de la loi Jardé ne peuvent avoir, donc les recherches interventionnelles ne peuvent avoir comme investigateur principal qu'un clinicien ou une sage-femme, etc. Enfin, quelques catégories uniquement de personnel. Mais dans d'autres cas, en fait, et en tant que chercheur, rien ne vous empêche de faire ce type de projet. Il faudra juste vous associer avec un médecin, par exemple, qui va pouvoir porter cette partie du projet. Donc, le contexte et l'objectif de cette loi Jardin, bon, déjà, elle commence à dater un petit peu, hein, elle n'est plus vraiment nouvelle. L'objectif des pouvoirs publics et du législateur, ça a été de professionnaliser davantage la recherche clinique et d'établir un cadre juridique unique pour toutes les recherches impliquant la personne humaine ou sur la personne humaine. Évidemment, il y a eu un aspect pour réduire les potentiels liens d'intérêt entre les promoteurs, investigateurs et les CPP, comités de protection des personnes. Et puis, on est dans un contexte d'évolution des textes européens assez important avec le règlement européen sur les essais cliniques du médicament de 2014 qui ne sera applicable qu'à partir de janvier 2022, le règlement européen sur les dispositifs médicaux qui arrive là cet été, et plus globalement aussi sur le règlement européen sur les données, le fameux RGPD ou GPDR qui a été repris ensuite par la CNIL. Le tout au moment de la mise en place de ce texte un peu mouvementé, et notamment par Biotrial et l'affaire de Rennes. Donc c'est un contexte juridique complexe, avec, pour faire de la recherche clinique, énormément de textes de loi qui viennent se superposer. Donc là, vous avez un peu toute cette évolution, des décrets qui sont tombés au fur et à mesure des avancées, et on a même eu un nouvel arrêté en février 2021 qui venait encore une fois remodifier certains des arrêtés. Bon, le dispositif est enfin achevé, mais il y a des divergences entre les textes qui font coordonner, des interprétations différentes entre les autorités. Donc tout ça est à gérer et est loin d'être simple. L'entrée en vigueur du décret de la loi Jardin, c'était le lendemain de sa publication, c'est-à-dire le 18 novembre 2016. Et toutes les recherches qui étaient en cours au 18 novembre continuent d'être régies par les textes qui leur étaient initialement applicables. Normalement, il y avait un nouvel examen par les autorités 5 ans après. Vraisemblablement, enfin, on attend un texte qui va annuler ça et faire qu'en gros, il y avait le avant Jardin et après Jardin, et ça sera largement suffisant. On rentre sur les catégories de recherche, qui est plutôt le thème principal de cette intervention. D'abord, avec cette loi, on a une nouvelle définition, enfin un nouveau terme, qui est la recherche impliquant la personne humaine. On entend par impliquant la personne humaine, ce sont des recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. C'est exactement la même définition qu'on avait avant dans les lois de recherche biomédicale. La recherche doit être pratiquée et organisée sur une personne saine ou malade. Là aussi, on n'a pas de nouveauté. On peut avoir des volontaires sains dans une recherche impliquant la personne humaine. Et la recherche a donc pour but de développer les connaissances biologiques ou médicales. Donc les RIPH, recherche impliquant la personne humaine, doivent viser à évaluer les mécanismes de fonctionnement de l'organisme humain, l'efficacité et la sécurité de la réalisation d'actes, ou de l'utilisation et l'administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement et de prévention d'états pathologiques. Donc ça, c'est la loi Jardin ne concerne que ces recherches-là. Par extension, ce que ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine, et donc qu'est-ce qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le hors-loi Jardin, HLJ ou RNIPH pour recherche n'impliquant pas la personne humaine. Donc, ce sont les recherches qui ne répondent pas aux finalités des RIPH,
Donc, c'est des recherches qui ne sont pas pour faire évoluer les connaissances biologiques ou médicales, même si elles sont pratiquées et organisées sur une personne saine ou malade, notamment toutes les expérimentations en sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé ne sont pas dans le carcan, dans le cadre de la loi Jardin. Les recherches qui ne sont pas organisées ni pratiquées sur des personnes saines ou malades, évidemment, ne font pas partie des RIPH, et notamment celles qui visent à évaluer les modalités d'exercice des professionnels de santé ou les pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que si on fait une recherche organisationnelle dans un service de soins, par exemple, quand bien même il y a des questions qui vont tourner autour des malades, ça ne fait pas partie des RIPH. Enfin, les recherches ayant une finalité d'intérêt public de recherche, d'études ou d'évaluation dans le domaine de la santé, conduites exclusivement à partir de l'exploitation du traitement de données à caractère personnel. Et là, on est dans le cadre donc plus familier chez nous du hors-loi Jardin, c'est-à-dire les recherches sur données, et c'est sur des données de soins ou des données de santé. Alors, dans ce texte de loi, on a 3 catégories de RIPH qui ressortent. On a les recherches interventionnelles qu'on appelle aujourd'hui catégorie 1. Donc, c'est des recherches, comme leur nom l'indique, dans lesquelles il y a une ou plusieurs interventions qui sont non justifiées par la prise en charge médicale, globalement les anciennes recherches biomédicales. Il y a une nouvelle catégorie qui est apparue, les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et contraintes minimes. On appelle des RI-RCM ou catégorie 2 de la loi Jardin. Là, on a une ou plusieurs interventions qui sont réalisées pour les besoins de la recherche, mais qui ne comportent que des risques ou des contraintes dits minimes. L'ensemble de ces risques et contraintes, l'ensemble de ces interventions sont fixées par un arrêté qui est disponible. À noter que les RI-RCM ne sont pas possibles sur les médicaments, c'est-à-dire si on va regarder l'effet d'un médicament, à ce moment-là, ça ne peut pas rentrer dans cette catégorie, ça doit être pour l'instant une recherche interventionnelle. Enfin, on a les RNI, donc les RNI qui sont des recherches non interventionnelles. Alors le nom est finalement mal choisi, puisque c'est des recherches qui comportent des interventions, mais c'est des interventions à très faible risque ou sans risque, et elles sont aussi fixées sur une liste par un arrêté. Si on peut prendre l'exemple du questionnaire supplémentaire, un questionnaire supplémentaire, c'est une intervention. Pour autant, il n'y a pas de risque, a priori, de faire cette recherche sur le patient, et par conséquent, c'est une recherche dite non interventionnelle. Alors, je ne reviens pas sur les catégories 1 parce qu'en fait, tout le monde les connaît, hein, c'est juste des recherches avec un certain nombre d'interventions, mais je vais détailler plutôt les recherches à risque et contraintes minimes et les recherches non interventionnelles. Donc, les recherches à risque et contraintes minimes impliquent la réalisation d'une ou plusieurs interventions sur la personne humaine pour les besoins de la recherche. Évidemment, ce n'est pas pour la prise en charge médicale de la personne. On peut faire des catégories 2 sur des volontaires sains ou des personnes malades. Tous les actes ou procédures doivent être décrits et justifiés dans le protocole de la recherche. Globalement, de toute façon, quelle que soit la recherche, il faut absolument avoir un protocole. Le caractère minime des risques et des contraintes liés à la réalisation ou des interventions s'apprécie au regard de l'âge, du sexe, de la condition physique, etc. Tout ça, c'est le CPP qui va le regarder si vous êtes dans la bonne catégorie. Il va de soi que faire revenir, par exemple, un patient, mettons, 4 fois à l'hôpital dans l'année, on peut considérer que c'est une contrainte minime. Pour autant, si c'est des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, etc., on va considérer que là, la contrainte n'est plus minime. Donc voilà, il y a cette appréciation qui peut rentrer en compte. On exclut des recherches interventionnelles à risque et contraintes minimes, celles qui portent sur un médicament à usage humain. Je vous en ai parlé tout à l'heure. En fait, dans le nouveau règlement européen sur le médicament, qui va être applicable en janvier 2022 a priori, il y a la notion d'études de médicaments à faible risque.
Et à ce moment-là, on aura une nouvelle catégorie qui apparaîtra, qui sera l'équivalent des RIRCM, mais pour les médicaments. Pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, dans les recherches à risque et contraintes minimes, l'arrêté, c'est celui du 12 avril 2018, et dedans, vous avez la liste des interventions susceptibles de qualifier une recherche de recherche interventionnelle à risque et contraintes minimes, notamment les interventions relatives aux échantillons biologiques, les prélèvements de sang. Donc, pour ça, il y a un volume, un tableau avec un volume maximal cumulé soins-recherche qui ne doit pas être dépassé. Dans ce cas-là, on va considérer que c'est minime. Et puis, on a un certain nombre de prélèvements biologiques qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Donc là, vous en avez la liste, hein, l'urine après sondage, les divers écouvillonnages, etc. On a aussi les techniques de recueil de données au moyen de capteurs ou méthodes d'imagerie. Donc ça, c'est évidemment tout ce qui est capteur intracorporel, notamment exploration fonctionnelle respiratoire, ça rentre dedans. Certain nombre d'imageries à partir du moment où on n'a pas de produit de contraste. Les stimulations externes mécaniques, électriques, magnétiques, si c'est conforme au marquage CE, plus globalement, dans le cadre des dispositifs médicaux, à partir du moment où vous faites une recherche avec un dispositif médical qui est marqué CE, ça sera forcément, pour la NSM, ça rentrera dans les catégories de RIRCM. Ne vont rentrer en dispositif médical dans les recherches interventionnelles de catégorie 1 que les DM qui ne sont pas marqués CE. Donc, on a dans ces RIRCM les entrées observations questionnaires dont les résultats peuvent conduire à la modification de la prise en charge médicale habituelle du patient. Et on retrouve en catégorie 3 celles où il n'y aura pas de modification de prise en charge. Donc, ça, c'est aussi une notion importante. Et si la recherche peut, par son action, modifier la prise en charge, à ce moment-là, on est là-dedans du risque et contrainte minime. On a des listes d'interventions spécifiques aux recherches portant sur des produits cosmétiques, etc. Mais j'imagine que ce n'est pas votre cœur de métier. Le cadre des recherches non interventionnelles, donc les catégories 3 de la loi Jardé. Donc elles se font aussi sur des personnes saines ou malades. Donc on peut le faire sur du volontaire sain. Et ça considère un ou plusieurs actes ou procédures réalisés toujours conformément au protocole, et surtout conformément à la pratique courante et qui est dénuée de risque ou avec un risque très faible. Là aussi, cette absence de risque va s'apprécier au regard de l'âge, du sexe, conditions physiques, etc. Et les actes ou procédures réalisés dans le cadre du soin ne doivent pas retarder, prolonger ou perturber le soin. C'est-à-dire qu'on a l'exemple des séquences d'imagerie supplémentaires. Vous savez, les fabricants de matériel d'imagerie développent, ne cessent de développer leur logiciel. Et en fait, on a parfois des nouvelles possibilités qui apparaissent. Ça veut dire qu'on va faire des recherches en rajoutant 1, 2, 3 images. C'est donc éventuellement quelques secondes de plus de prise en charge. Et pour autant, jusqu'à présent, les CPP et la NSM considèrent que puisqu'il y a prolongation du soin, et même de quelques secondes, à ce moment-là, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc tout doit être décrit, etc. dans le protocole, je vous l'ai dit. Dans le cadre des recherches non interventionnelles, on a toute la partie échantillon biologique qui est assez complexe parce que ce n'est pas seulement la loi Jardin, mais d'autres textes qui vont s'appliquer. Et donc les échantillons biologiques, s'ils ont lieu à l'occasion d'un prélèvement nécessaire aux soins, le recueil supplémentaire est minime d'éléments du corps humain spécifiquement pour la recherche, donc ça c'est autorisé. Donc c'est un peu de sang supplémentaire dans les limites maximales prévues par l'arrêté. En gros, c'est ce qu'on appelle le tube en plus, qui va rentrer dans le cadre des recherches non interventionnelles. Tous les éléments du corps humain qui ne présentent pas de caractère invasif, ça rentre aussi dans ces catégories-là. Au départ, ce n'était pas le cas, et puis ça s'est mis progressivement, et donc vous avez là-dedans les excrétas, la salive, le lait maternel, etc. Vous avez la liste.
Tout ce qui est écovillonnage superficiel de la peau, du nez, du conduit auditif, etc., rentre aussi dans les recherches non interventionnelles, à condition que ce soit superficiel. Et si on prend le cas des recherches Covid sur les tests PCR, ils ne rentraient pas dans le non interventionnel parce que, comme vous le savez, c'était nasopharyngé, donc ça allait un peu plus loin qu'un écouvillonnage superficiel de l'orifice nasal. Donc, tous les prélèvements réalisés dans le cadre du soin exclusivement et qui peuvent être utilisés ultérieurement à des fins de recherche ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine. C'est aussi une notion assez importante. Leur utilisation pour la recherche est assujettie à une autre réglementation, la loi de bioéthique, qui a été revue récemment. Toujours dans le cadre de ces recherches interventionnelles, on a aussi le recueil des données par capteurs extracorporels non invasifs cette fois-ci, notamment les ECG, etc., qui vont rentrer dedans, les capteurs de force et autres, et vous avez aussi toute la liste de ce qui rentre dedans. En ce qui concerne les arrêtés des catégories 2 et 3, donc ces listes qui vous font rentrer dans une catégorie ou autre, évidemment, ils ne sont pas forcément exhaustifs. À savoir qu'ils ne sont pas interprétables non plus, c'est-à-dire que si la procédure n'est pas décrite dans l'arrêté, vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, tout simplement, et ça ne sert à rien d'aller en discuter avec un CPP en disant c'est à peu près comme, ou etc. Ça ne marche pas, il faut que c'est dans l'arrêté ou ça ne l'est pas. On a évidemment des conditions environnementales aussi, donc pas de franchissement de la barrière cutanée ou des muqueuses. Ça doit être réalisé conformément aux recommandations du fabricant et de la notice d'utilisation, ça c'est pour les DM. Et, voilà. Et on peut faire des mesures en ambulatoire aussi, toujours avec ces capteurs extracorporels non invasifs. Alors tout ce qui est enregistrement audio, vidéo, photographie, hors imagerie médicale, ça rentre dans les recherches non interventionnelles. Ça va être beaucoup plus compliqué avec la CNIL pour un certain nombre d'éléments, mais en tout cas, on est bien dans ce cadre-là. Les entretiens, observations, tests et questionnaires sans mise en jeu de la sécurité de la personne et sans modification de la prise en charge, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi du coup des recherches non interventionnelles et puis le recueil de données électrophysiologiques sur matériel implanté ou en cours d'implantation pour le soin. On reste aussi dans de la recherche non interventionnelle. On passe à la catégorie 4 maintenant, qu'on appelle, donc qui ne fait pas partie de la loi Jardé, qui est les hors loi Jardé, par conséquent, ou les recherches n'impliquant pas la personne humaine, et plus particulièrement les recherches sur données. Donc ces recherches sur données, elles peuvent être prospectives ou pas, ou rétrospectives, ça n'a aucune importance. Donc elles vont, si elles sont en prospective, impliquer la personne humaine avec un questionnaire supplémentaire, etc. Mais si on fait en prospective juste du recueil de données de soins, on reste en hors loi Jardé. Et donc, à ce moment-là, ce qui va s'appliquer, puisqu'on est en dehors de la loi Jardé, c'est la réglementation informatique et liberté exclusivement. Donc pour ça, vous avez en gros une procédure spécifique. Vous allez déposer un dossier à travers l'INDS. Ce dossier va être transmis au CESRES, le comité d'expertise scientifique pour les recherches, les études et évaluations dans le domaine de la santé, qui lui-même le transmettra à la CNIL après avoir donné son avis pour que vous ayez une autorisation de démarrage. Ou bien, vous êtes conforme à une méthodologie de référence de la CNIL, en l'occurrence la MR004. Donc, c'est tout ce qui va tourner autour de la sécurité des données, et notamment de la sécurité informatique. Si c'est conforme et que l'institution qui détient ces données ou qui est opérateur de traitement le confirme, alors à ce moment-là, vous pouvez ne pas passer par CESRES. Pour tout ce qui est données ou échantillons qui sont déjà collectés, on est aussi en dehors de la loi Jardé et toujours sur la réglementation informatique et liberté exclusivement. Je vais reprendre sur un peu les nouveautés au moment du lancement de ce texte. Donc pour les recherches interventionnelles, il n'y avait rien de nouveau, donc les catégories 1, c'est-à-dire que avant de mettre en place une de ces recherches, il vous faut obtenir l'avis favorable d'un CPP, l'autorisation de la NSM. En termes de traitement de données, soit vous êtes conforme à la MR001
ou vous faites une demande d'autorisation à la CNIL, il vous faut une assurance, et puis le consentement écrit des patients, après évidemment une information de ces patients. Dans le cadre des recherches à risque contrainte minime, donc les catégories 2, il vous faut l'avis favorable de la CPP. On va juste transmettre à l'ANSM, mais c'est une nouveauté, cet avis favorable et le résumé de la recherche. On est toujours dans le cadre de la MR001 vis-à-vis de la CNIL ou une autorisation CNIL, puisqu'on reste sur un consentement du patient, information et consentement, et puis il vous faut une assurance nécessaire, ce qui n'était pas le cas avant de ce type de recherche qu'on appelait les soins courants. Dans le cadre des recherches non interventionnelles et les RNI, là aussi, toute la réglementation s'applique alors qu'avant elle n'existait pas. Donc l'avis favorable du CPP est obligatoire, on transmet aussi à l'ANSM. On n'est pas sur la même méthodologie de référence, c'est la MR003 pour la simple raison que ce n'est pas un consentement qui est demandé, mais la non-opposition du patient. Ça veut dire qu'il y a toujours une information préalable du patient et juste la non-opposition au traitement de ces données notamment, et à la participation à la recherche. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas d'assurance, ce qui est logique puisqu'il n'y a rien à assurer, puisqu'il n'y a pas de risque et que, comme vous le savez, les assureurs assurent un risque. Alors là, vous avez un point sur les mineurs. Donc l'information doit être adaptée à la compréhension des mineurs. Elle est faite par l'investigateur ou son représentant. Et elle est faite aussi auprès des titulaires de l'autorité parentale qui sont informés par l'investigateur ou son représentant. C'est systématiquement les deux parents. On recherche évidemment l'adhésion du mineur et on ne passe pas outre le refus ou la révocation de son acceptation. L'autorisation du mineur de participation vaut le consentement et est donnée par les titulaires de l'autorité parentale également. Donc là, vous avez les dérogations, les cas particuliers, donc le consentement du seul titulaire présent seulement, puisque vous pouvez avoir qu'un seul titulaire présent, seulement si c'est une recherche de catégorie 2, que le mineur n'est pas un volontaire sain, que vous avez l'impossibilité de recueillir le consentement du deuxième titulaire dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques de la recherche. Donc cette dérogation, elle doit être demandée au CPP, elle n'est pas si simple à obtenir comme vous pouvez le voir. Deuxième dérogation, du seul titulaire, là aussi, si ça comporte que des risques et des contraintes négligeables, donc catégorie 3, et qu'il n'y a pas d'influence sur la prise en charge médicale du mineur. Si la recherche est réalisée à l'occasion d'actes de soins et si c'est impossible de recueillir le consentement du deuxième titulaire dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques toujours. Donc pareil, c'est pas on le décide au coup par coup, c'est qu'il faut une dérogation préalable auprès du CPP et donc dire qu'on va vraisemblablement inclure ce type de patient et qu'on souhaite le faire avec une seule autorité parentale. Autre cas particulier qui vous concerne plus sans aucun doute, c'est la question de l'urgence. Donc là, on a des cas précis. Donc en cas de situation d'urgence qui ne permet pas de recueillir le consentement de la personne, le protocole prévoit que seul est sollicité le consentement libre, éclairé et écrit s'ils sont présents, des membres de la famille ou de la personne de confiance. Là aussi, c'est une dérogation au consentement de la famille possible, même si elle est présente, mais ça, c'est uniquement dans le cadre d'urgence vitale immédiate, et tout ça, c'est des dérogations qui sont appréciées par le CPP uniquement. Dans les deux cas, on a une information dès que possible de l'intéressé, évidemment. Donc, ça s'appelle un consentement de poursuite, des membres de la famille ou de la personne de confiance. Et puis, l'information et le droit d'opposition à l'utilisation des données déjà recueillies. C'est hyper important aujourd'hui, en tout cas, puisqu'on a énormément de recherches dans votre domaine. Et à partir du moment où on sort, où on n'a pas le moyen d'informer au préalable, soit le patient, donc qui est hors d'état de consentir, soit un proche, on ne peut pas rentrer dans le cadre d'une méthodologie de référence. Il faut faire une demande d'autorisation spécifique auprès de la CNIL. Donc c'est hyper important de le savoir. Et là aussi, de toute façon, ce sont des notions dérogatoires qui doivent être écrites dans le protocole et donc validées par le CVP avec des documents spécifiques. En psychologie, on a aussi des nouveautés.
L'information peut être succincte en termes de quand on fait une recherche en psychologie, s'il y a une absence de risque spécifique, et on peut informer complètement les participants qu'à l'issue de la recherche. C'est vraiment des cas très particuliers. Alors, dans les points qui ont été aussi nouveaux de la loi Jardé, c'est que si le patient retire son consentement pendant l'étude, l'utilisation des données avant le retrait peut être autorisée. Et puis l'utilisation ultérieure des données des participants recueillies dans le cadre de la recherche peut être prévue au moment du recueil du consentement à la recherche. Donc, retrait au droit d'opposition pour utilisation ultérieure est possible à tout moment. Savoir aussi que ce droit d'opposition ou de retrait aujourd'hui ne permet pas forcément l'effacement de données, puisque c'était un biais méthodologique. Évidemment, quand il y a une personne qui retire son consentement, si vous n'analysez pas les données, ça peut créer un biais dans la recherche. Donc aujourd'hui, on a le droit d'utiliser ces données. Sur les caractéristiques génétiques, je pense que ce n'est pas tout à fait le lieu ici, donc je vais passer très très vite, juste pour vous dire qu'à partir du moment où on fait de la génétique, il faut un consentement, et que, en l'occurrence, y compris sur, par exemple, un patient qui serait inclus en état d'urgence, et donc sans le consentement et sans l'information préalable, on ne pourra pas, et qui décède malheureusement, on ne pourra pas faire d'analyse génétique sur ces prélèvements biologiques, en tout cas à des fins de recherche. Les autorisations de lieu de recherche, je vais sans doute passer, puisqu'aujourd'hui elles ne sont nécessaires que dans le cadre des phases précoces. Elles sont valables 7 ans. Un petit point quand même pour vous rappeler des dispositions pénales. Pratiquer une recherche sur une personne impliquant la personne humaine sans avoir recueilli son consentement, c'est 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Pratiquer ou faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine sans l'avis favorable du CPP, on est sur 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Si on le fait dans un lieu qui n'est pas autorisé, c'est 1 an d'emprisonnement, 15 000 €, etc., etc. Tout ceci est évidemment cumulatif. Donc ça peut faire quand même à terme un certain nombre d'années d'emprisonnement et quelques dizaines de milliers d'euros d'amende si on fait de la recherche qu'on va considérer comme sauvage, ou en tout cas une recherche qui est mal encadrée, tout simplement. Donc c'est très important de bien faire les choses, même si elles prennent parfois du temps. Quelques exemples hyper vite, j'espère que j'ai encore un peu de temps. Donc, si je recueille des données pour la recherche, qui sont des données qui sont collectées dans le cadre du suivi médical du patient habituel, donc soit je reprends des dossiers, ou je me dis, tiens, je vais regarder ça, mais je vais le faire en prospectif au fur et à mesure, mais que des données médicales, on est sur du hors-loi Jardé, clairement, c'est de la recherche sur données. Si j'ai des données qui sont collectées dans le cadre du suivi médical et que je vais rajouter un questionnaire, par exemple un questionnaire de qualité de vie, là, je suis dans la loi Jardé, je suis dans la recherche non interventionnelle, puisque à la fois, je vais prolonger un peu le soin, et puis surtout, je rajoute une intervention qui est le fait de faire passer un questionnaire. Si je fais un recueil de données pour la recherche connectée toujours dans le cadre du suivi médical et que je rajoute un questionnaire, mais qui est susceptible de conduire à une modification de la prise en charge habituelle, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce questionnaire, peut-être que je vais dire, ah ben zut, il faut que le patient aille à tel endroit ou à tel autre, alors que si je ne l'avais pas fait et ça n'aurait pas eu lieu, à ce moment-là, je suis en recherche interventionnelle à risque et contrainte minime, puisque là, en l'occurrence, on imagine en tout cas que cette prise en charge est de faible risque. Sur les collections biologiques, donc si j'utilise une collection biologique déjà constituée et que j'ai un recueil prospectif de données du soin derrière, je suis sur de la recherche sur données et je suis en dehors du périmètre de la loi Jardé. Si j'utilise une collection biologique déjà constituée, que je fais un recueil prospectif des données du soin et que je rajoute un prélèvement sanguin veineux à 1 mois au cours du visite de suivi dans le cadre du soin, et donc c'est un tube en plus, à ce moment-là, c'est une recherche non interventionnelle.
Si j'utilise là toujours ma collection biologique et que je fais un recueil prospectif de données du soin et que je fais un prélèvement veineux à 1 mois en dehors du soin habituel, puisque normalement le patient devait revenir qu'à 2 mois par exemple, je suis dans une recherche interventionnelle à risque et contrainte minime. Si je fais l'utilisation d'une collection biologique déjà constituée et je fais un prélèvement veineux sanguin toutes les semaines pendant 5 semaines en dehors du soin habituel, je vais à ce moment-là considérer que c'est interventionnel, avec une interventionnelle de faible risque, puisque la contrainte ne sera plus minime. Et on va estimer que revenir 5 fois, c'est une contrainte qui n'est plus minime. Vous avez ici un tableau de synthèse sous forme de logigramme qui vous fait dire à quel endroit je suis. Donc d'abord, la première question, c'est est-ce que j'implique la personne humaine ou pas? Est-ce que c'est le développement des connaissances biologiques et médicales? C'est une première question. Ou est-ce que c'est juste de la recherche organisationnelle en santé, par exemple? Donc si oui, je suis donc dans de l'interventionnel, oui ou non? Est-ce que je fais juste que regarder ce qui se passe ou pas? Et donc, je suis vraisemblablement d'un côté recherche interventionnelle. Oui, est-ce que ça comporte des risques et des contraintes minimes? Là, c'est en fonction de l'arrêté, etc. Enfin, est-ce que c'est sur un médicament? Puisque, comme je vous l'ai dit, si c'est sur un médicament, on est forcément sur de la recherche interventionnelle de catégorie 1. Ça, c'était le tableau synthétique des autorités pour résumer aussi la situation avec les différents passages. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. C'était un peu rapide, j'avais beaucoup de diapos, mais j'ai préféré mettre pas mal d'avoir plus de texte que moins. Évidemment, Sébastien Kériver est là pour répondre à vos questions et je suis navré pour ma part de ne pas avoir pu être là physiquement pour cette présentation. Je vous ai mis quand même en arrière-fond la bibliothèque où vous avez l'ensemble des textes de loi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.